et journalistique aussi, émanerait du Liban le lendemain. Et là, la précision qu'on peut obtenir, c'est que les services, il y a 4 grands services, 3 principaux services de renseignement qui de temps en temps se font un peu la compétition au Liban. Ce serait la Sûreté Générale qui aurait transmis à Paris des informations selon lesquelles un 3e ou 4e attentat de grande envergure était envisagé ou était susceptible de se produire en France. Là, on peut faire une parenthèse avec une grosse supposition sans jamais pouvoir prouver quoi que ce soit, c'est que on a un combat qui dure déjà depuis plusieurs années maintenant, très très net, d'ordre religieux entre les chiites et les sunnites, et caractérisé au Liban par l'importance de l'action du Hezbollah. Le Hezbollah est donc la branche armée d'une grande partie des sunnites dans la région, et notamment au Liban, qui combattent les islamistes pour défendre le régime de Damas. Et leurs services de renseignement sont éminemment informés de tout ce qui se trame en Syrie, au Liban et ailleurs. Donc on peut supposer que c'est le Hezbollah, c'est un paradoxe, c'est comme ça, qui aurait fait savoir via un autre service de renseignement officiel libanais qu'il y avait des risques d'attentats islamistes, entre parenthèses sunnites, qui pouvaient continuer ou se développer en France. Mais le Hezbollah a-t-il condamné l'attentat ? J'ai pas compris la question. Le Hezbollah a-t-il condamné l'attentat ? Oui, alors ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans le prêche du vendredi dernier, le leader du Hezbollah, Shir Nasrallah, a condamné l'attentat, a parlé, donc il a contourné soigneusement la cause de cette intervention djihadiste contre les dessins, les caricatures du prophète, etc. Il a contourné ça et il a dénoncé la barbarie de ceux qui ont commis ça. Donc c'est quand même très très paradoxal et une grande première si l'on ne prend pas la peine d'aller porter la réflexion sur cet antagonisme chiite-sunnite. La CIA également a prévenu la France, non ? Les Américains se sont... Alors là, ce qu'on découvre, c'est que plutôt que, si j'ai bien compris, c'est pas tellement le fait d'avoir prévenu, donc comme étymologiquement prévenir, mais plutôt de confirmer en cours des actions que les frères Kouachi faisaient partie de la no-fly list. C'est-à-dire qu'ils étaient fichés depuis des années sur cette liste noire des personnes interdites, entre guillemets, de vol au départ ou à l'arrivée des États-Unis. Alors cette liste comprendrait 50 000 noms, à peu près, et serait partagée avec d'autres pays très proches des États-Unis, comme la Grande-Bretagne, l'Australie, Singapour, dit-on, mais ça c'est pas tellement sûr, la Nouvelle-Zélande, et d'une certaine façon le Canada, mais le Canada ne partage pas tout. Donc cette no-fly list permet d'anticiper des déplacements de gens qui sont jugés potentiellement dangereux, et notamment la presque totalité de ces 50 000 noms auraient trait au terrorisme islamiste. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. C'est quelle source ? Il y a une source ? Les sources ? Oui, par rapport à ça, oui. Oui, alors sur ce dernier point, il y a la presse canadienne qui a signalé dans un de ses journaux récents, et puis le New York Times qui a été le premier à révéler que les deux frères figuraient sur la no-fly list. Et là-dessus, il y a toujours un peu des gens au CNRS qui ont plongé un peu dans leurs archives. À l'occasion de quelque chose, c'est la réunion des ministres de l'Intérieur autour de Bernard Cazeneuve dès hier, qui a commencé à envisager, au moins au niveau européen, d'une modification, d'une amélioration de toutes les mesures antiterroristes. Et évidemment, la notion de no-fly list européenne a été non pas sortie, mais ressortie, puisque ça dure depuis 2 ans, ce projet-là, au niveau européen, et en novembre dernier, donc c'est récent, Cazeneuve participait
une grande réunion sur ce thème précis des mesures antiterroristes et notamment est-ce qu'il fallait lister les gens dangereux avec les ministres européens, et finalement ça n'a pas été adopté. On n'a pas adopté au niveau européen le principe de cette liste. Le principe de cette liste doit être précisé, c'est de croiser les listes, en permanence les listes de passagers que les compagnies aériennes connaissent, puisqu'il faut partout maintenant montrer une carte d'identité, un passeport ou donner des indications précises sur son identité pour pouvoir acheter et prendre un billet d'avion, d'une part, et d'autre part croiser ces listes en permanence renouvelées, quotidiennes, avec des listes des services de renseignement européens qui auraient comptabilisé un certain nombre de personnes susceptibles de... Et là, le Parlement européen s'était opposé déjà il y a 2 ans à cette initiative, prétextant des libertés individuelles et citant quelques exemples de bavures aux États-Unis de cette no-fly list. Par exemple, il y avait eu une ou deux personnes qui avaient été, par homonymie, empêchées de prendre l'avion. Un bébé de 18 mois, par homonymie, avait été arrêté avec ses parents dans un aéroport. Bref, il y avait des bavures comme ça. Et puis en France, on disait, oui, mais ça doit obligatoirement faire apparaître des éléments que les droits de l'homme condamnent, de faire savoir, par exemple, l'appartenance ethnique, l'appartenance politique, l'appartenance religieuse ou syndicale. Donc pour l'instant, on avait abandonné en Europe ce projet-là, mais à l'évidence, il semble revenir en force sur les tables de discussion. Donc prochainement, d'ailleurs, là j'ai vu que Berlin envisage de saisir les cartes d'identité pendant 3 ans. Voilà, l'Allemagne, c'est un projet qui vient d'être ressorti aussi, qui était un projet qui avait été émis il y a, je crois que c'était au milieu de l'année 2014, et qui avait été, je ne sais plus à quel niveau, j'ai oublié, mais qui ressort maintenant d'une manière très très claire et franche, probablement à la suite de cette semaine terrible des entretiens à Paris. Et là, c'est un autre problème, c'est le retour, c'est le vaste problème de qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont partis faire le djihad, et d'une façon générale, est-ce qu'on les laisse rentrer et qu'est-ce qu'on en fait quand ils rentrent? Est-ce qu'on les met en prison? Est-ce qu'on les empêche de rentrer? Ce qui, depuis hier, semble en France être aussi une proposition qui est jetée un petit peu comme ça. Est-ce qu'on leur fait un statut spécial pendant surveillance pendant quelques années? Donc la proposition allemande, elle est très administrative, mais privée de tout papier d'identité, quelqu'un, ça l'oblige à rester dans le pays, bien sûr.